La fortune s'est envolée, son château a changé de main, mais son rire demeure vivant dans chaque foyer qui continue de le regarder aujourd'hui. Pensez-vous que Louis de Funès tenait davantage à laisser une richesse matérielle ou à laisser derrière lui la joie? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous souhaitez découvrir d'autres histoires méconnues des légendes du cinéma, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, car derrière chaque sourire, il y a une histoire qui mérite d'être racontée. Le mécanisme du rire, anatomie d'une névrose comique. Ce qui est étrange avec Louis de Funès, ce n'est pas qu'il ait fait rire des millions de gens, c'est la manière dont il y est parvenu. Son génie ne reposait pas sur l'écriture de dialogues complexes ou sur des situations burlesques inattendues, il résidait dans l'incarnation de l'homme le plus commun, poussé jusqu'à l'extrême par sa propre neurasthénie. L'acteur, souvent jugé trop populaire ou trop vulgaire à ses débuts, avait en réalité développé une science précise de la comédie, un art où le corps et le visage se substituaient au texte. Il était, comme l'a décrit un critique, un homme orchestre du mime, capable de moduler son visage plus rapidement qu'un pianiste ne frappe les touches. Son répertoire de mimiques est un catalogue de la panique, de l'avarice et de la rage sociale. Il y a le regard fixe, l'œil de merlan frit, utilisé par le maréchal des logis-chefs Cruchot pour intimider un subordonné, la danse du ventru, le déhanchement nerveux, typique du directeur de restaurant obsédé par la qualité, le cri aigu et guttural qui coupe court à toute discussion et révèle son impuissance finale. Il était le seul à pouvoir incarner un tyrannosaure nerveux et un enfant paniqué dans la même scène, passant de la fureur la plus noire à la déroute la plus totale en l'espace d'une seconde. Cette intensité était alimentée par son passé. Ayant été moqué pour sa petite taille et ayant connu la misère, il avait emmagasiné une colère sourde, une frustration qu'il libérait à l'écran. L'historien du cinéma, Jean-Jacques Gelot-Blanc, a souvent souligné que de Funès ne jouait pas la comédie, il jouait le mal de vivre. Ses crises d'hystérie étaient des exutoires pour sa propre tension intérieure. Paradoxalement, c'est en jouant l'homme le plus stressé et le plus angoissé du cinéma qu'il soulageait le stress et l'angoisse du public français. C'est l'identification que les spectateurs ressentaient envers ce petit homme qui essayait désespérément de contrôler un monde qui lui échappait toujours. Contrairement à Bourvil, dont le comique était basé sur la gentillesse naïve et la bonhomie du français moyen, de Funès incarnait l'agressivité de l'ère moderne, l'obsession de l'argent, la peur du déclassement social, l'incapacité à déléguer. C'est le rire de la reconnaissance face à nos propres défauts exagérés. Le célèbre critique Louis Skorecki a écrit qu'il était le seul acteur français qui n'ait pas vieilli, car les névroses qu'il incarnait, l'autorité absurde, la bureaucratie mesquine, sont intemporelles et même amplifiées par notre époque. Il ne cherchait pas à être aimé dans ses films, il cherchait à être reconnu comme un monstre, et le public l'aimait précisément pour sa monstruosité assumée. Le génie physique de Funès trouve ses racines dans son passé de pianiste de bar. L'habitude de jouer sans partition lui a donné un sens du rythme inné, une pulsation interne qu'il appliquait à son jeu. Ses mouvements sont des mesures musicales, une mimique est une note rapide, une série de gesticulations est un crescendo, la panique est un final chaotique. Cette musicalité du corps le rendait unique, le plaçant dans la lignée des grands mimes du cinéma muet comme Charlie Chaplin. Si Chaplin utilisait le silence pour exprimer la mélancolie et l'humanité du vagabond, de Funès utilisait l'hystérie pour exprimer la fureur et la mesquinerie de l'homme bourgeois. L'âge d'or du duo, Bourvil, le contrepoids de la névrose. L'ascension fulgurante de Louis de Funès dans les années 1960 n'est pas seulement le fait d'un talent individuel, elle est intrinsèquement liée à sa collaboration avec un autre géant, André Rimbourg, dit Bourvil. C'est le réalisateur Gérard Houry qui, le premier, a eu l'intuition géniale d'associer ces deux forces opposées dans Le Cornio, 1965. Le résultat fut une alchimie parfaite et un succès qui a défini une époque. Bourvil, avec sa simplicité campagnarde, sa lenteur de réaction, son sourire niais et sa capacité à subir les pires humiliations avec une résignation quasi bouddhiste, était le miroir parfait de l'hystérie de Funès. De Funès, incarnant Léopold Saroyan, le parrain nerveux, pouvait déverser toute sa rage et son impatience sans que le film ne devienne trop sombre, car Bourvil, Antoine Maréchal, le Cornio malchanceux, agissait comme un amortisseur émotionnel. Le Cornio a posé les bases de leur dynamique. Le petit homme tyrannique, obsédé par l'argent et le temps, contre le grand homme tranquille, dont la maladresse détruit tous les plans du premier.
Le succès fut tel qu'il fut immédiatement suivi de La Grande Vadrouille, 1966. Ce film, qui reste l'un des plus grands succès du cinéma français, a renforcé leur duo en transformant l'opposition de classe sociale en une alliance forcée pour la survie nationale. De Funès est le chef d'orchestre égoïste, Stanislas Lefort, Bourvil est le peintre en bâtiment simple d'esprit, Augustin Bouvet. La tension entre l'arrogance parisienne et la sagesse populaire a créé des scènes d'anthologie, car le public pouvait s'identifier à l'un ou l'autre, ou aux deux. Ce qui rendait cette collaboration si spéciale, c'est que leur rivalité à l'écran était purement professionnelle et jamais personnelle. Dans la vie, ils se respectaient profondément, bien que De Funès ait toujours conservé sa distance et sa timidité. Bourvil, plus chaleureux et plus populaire auprès des techniciens, agissait parfois comme un médiateur face aux exigences maniaques de De Funès. Après la mort prématurée de Bourvil en 1970, De Funès a refusé pendant des années de reformer un duo, estimant que personne ne pouvait remplacer cette symbiose. Il a dit un jour que travailler avec Bourvil, c'était comme être à deux violons qui se complètent à la perfection. L'absence de Bourvil laissa un vide que même des collaborations réussies avec Yves Montand, La Folie des Grandeurs, ou Claude Jansac ne purent combler. Claude Jansac, sa biche à l'écran, a également joué un rôle fondamental. Elle était le dernier rempart de la bourgeoisie respectable face au chaos. Elle n'était pas son souffre-douleur, mais sa béquille sociale. Face aux folies et aux crises de colère de son mari, elle conservait une dignité exaspérée, un regard levé au ciel qui permettait au public de s'accrocher à un semblant de normalité. Sans cette femme solide, les personnages de Funès, Cruchot, Fougas, etc., auraient basculé dans la folie pure, les rendant antipathiques. Jansac rendait l'homme encore aimable, prouvant qu'il était malgré tout le chef d'une famille respectable. L'enfance est le fardeau de la tuberculose paternelle. Pour comprendre l'obsession de Funès pour l'argent, le contrôle et l'ordre, il faut remonter à ses origines familiales. Louis-Germain David de Funès de Galarza est né le 31 juillet 1914. Son père, Carlos Luis de Funès de Galarza, était un noble espagnol ruiné, avocat reconverti en diamantaire, un homme excentrique et dépensier. Sa mère, Léonore, était une femme pleine de vie, passionnée par le chant. L'enfance de Louis fut marquée par la chute sociale. Après la faillite de son père, qui tenta même un faux suicide avant de revenir d'Amérique du Sud, ruiné et malade, la famille perdit tout. Ils passèrent de Neuilly aux appartements modestes de Courbevoie. Cette période laissa une cicatrice profonde. Le petit Louis, timide et frêle, se sentait honteux de cette pauvreté soudaine et de la folie de son père. La mort de son père de la tuberculose alors qu'il était jeune a créé un vide et une peur panique du manque. C'est là que naît la double névrose de Funès. La peur panique de la pauvreté, son refus des pourcentages et sa demande de cash à l'heure, au lieu des royalties futures, était une stratégie de survie, un besoin de sécurité immédiate face au spectre de la misère de son père. L'obsession de l'ordre, ayant grandi dans le chaos financier et émotionnel, Louis de Funès adulte cherchait à contrôler chaque aspect de sa vie, de ses finances à ses décors de film, il pouvait déplacer un bibelot de quelques centimètres, exigeant la perfection. C'était une tentative désespérée de recréer l'ordre que son père n'avait pu maintenir. Son côté artiste, le seul qui lui permettait de s'échapper, était le piano. L'apprentissage autodidacte du piano de bar était un moyen de subsistance sous l'occupation, où il jouait à l'oreille et développait son sens du rythme. C'est en jouant qu'il a rencontré Eddie Barclay, le futur producteur, qui le décrivait comme un musicien hors pair. Cette période de survie a forgé son génie expressif. Pour amuser les clients et gagner des pourboires, il ne pouvait pas simplement jouer, il devait imiter, gesticuler, faire rire. La scène était devenue sa seule arme contre la faim. Le fardeau de la perfection et la dépression secrète. La gloire, loin d'apaiser ses névroses, les a amplifiées. Louis de Funès souffrait d'une anxiété de performance quasi clinique. À partir du moment où il est devenu la tête d'affiche, il était obsédé par l'idée de ne jamais décevoir le public. Cette quête de perfection le rendait difficile à vivre pour ses collaborateurs. Il refaisait les prises des dizaines de fois, criait sur les techniciens pour un éclairage imparfait, exigeait un silence absolu sur le plateau. Ses colères légendaires étaient souvent le résultat d'une frustration face à l'imperfection. Cependant, comme le raconta son fils Patrick, il était aussi un homme d'une grande timidité et d'une profonde solitude. Le comique, le rire, était un masque.
L'éclat de rire à l'écran était le contraire de l'homme réel, souvent taciturne et mélancolique. Les 2 graves crises cardiaques qu'il a subies en mars 1975, à quelques jours d'intervalle, ont été un signal d'alarme brutal. Les médecins l'ont attribué à son hypernervosité chronique et à son régime alimentaire excessif. Il adorait les sauces et la bonne cuisine, malgré ses exigences de minceur à l'écran. Le corps de l'homme le plus drôle de France a finalement dit stop à la pression. Cette expérience de mort imminente a eu 2 conséquences majeures. Le refuge spirituel et terrestre, l'achat et l'installation définitive au château de Clermont n'étaient pas un caprice de star, mais une prescription médicale et spirituelle. Il s'est plongé dans le jardinage comme une thérapie. Tailler les rosiers, cueillir les tulipes, écouter la nature, c'était sa façon de retrouver l'ordre et le contrôle, un rythme plus lent, plus terre à accent grave terre, que la folie des plateaux de cinéma. Son biographe Bertrand Dical a noté que l'acteur devenait, au fond de lui, un moine laïque. L'angoisse de la rédemption, profondément catholique, la maladie l'a replongé dans une angoisse existentielle. Il priait chaque jour, cherchant une rédemption. C'est dans ce contexte que sa liaison secrète avec Macha Béranger prenait une dimension de culpabilité, renforçant son besoin de discrétion absolue et de dévotion publique à Jeanne. Il se sentait coupable de ses colères et de ses secrets, cherchant à les compenser par une discipline de fer dans son travail et une humilité affichée dans sa vie personnelle. Le retour au cinéma avec L'aile ou la cuisse, 1976, fut une véritable résurrection. Il ne s'agissait plus seulement de faire rire, mais de prouver qu'il était encore en vie. Chaque tournage après 1975 était une course contre la montre contre son propre corps. Les clauses contractuelles, pas de nuit, pas de stress, étaient une armure fragile contre la mort. L'image de l'homme nerveux et colérique était désormais teintée de fragilité, ajoutant une couche d'émotion que le public comprenait intuitivement. Le rire était plus précieux parce qu'il savait qu'il était sursis. L'héritage cinématographique est l'immortel français. Malgré la faiblesse de son héritage financier, l'héritage culturel de Louis de Funès est inestimable. Ces films ne sont pas de simples comédies, ils sont des rituels nationaux. Chaque année, la rediffusion des Gendarmes, de La Grande Vadrouille ou de Rabbi Jacob rassemble la France de manière intergénérationnelle, un exploit qu'aucun autre acteur de sa génération n'a pu reproduire. Son œuvre est un miroir de la France des Trente Glorieuses et de ses contradictions. L'autorité bafouée, le gendarme Cruchot est la figure de l'autorité absurde, dépassée par la modernité, les hippies et la jeunesse. Sa rigidité est la satire de la bureaucratie française. La peur de l'autre, les aventures de Rabbi Jacob est un chef-d'œuvre de l'antiracisme par l'absurde. Victor Pivert, l'industriel raciste et névrosé, est forcé d'adopter l'identité de l'autre, le rabbin, pour survivre, apprenant l'humilité et la tolérance à travers le chaos. C'est une critique sociale puissante, enveloppée dans un rire universel. La critique du capitalisme, des films comme Oscar ou L'Avare montraient son obsession pour l'argent, critiquant la bourgeoisie avare. Son avarice à l'écran était d'autant plus poignante qu'elle était enracinée dans sa propre peur du manque. L'immortalité de Louis de Funès repose sur sa capacité à incarner le Français éternellement mécontent, mais jamais vaincu. Il est le râleur, le chef tyrannique et l'employé lâche. Il est l'homme que l'on déteste mais que l'on comprend. Il est la manifestation parfaite du polichinelle moderne, dont les gesticulations masquent un cœur vulnérable. Le contraste entre l'homme qui se cachait au milieu des rosiers, le pieux et timide pianiste de bar, et la machine à rire hyperactive qu'il était sur scène et à l'écran, est la clé de son mythe. Sa vie fut une tentative constante de concilier ces 2 extrêmes. Sa mort, soudaine et solitaire, a figé l'image d'un homme qui, même dans son ultime moment, a refusé les honneurs et les caméras, cherchant la paix loin du vacarme qu'il avait lui-même créé. L'homme est parti, mais le rire, lui, n'est jamais rentré dans le silence. Est la vie de Louis de Funès, de Louis-Germain David de Funès de Galarza, est l'histoire d'une contradiction sublime. Il fut un homme né dans l'aristocratie espagnole, mais élevé dans la misère parisienne, un artiste fragile, timide et angoissé, qui est devenu le maître incontesté de la fureur comique, une bête de scène obsessionnelle, qui rêvait d'être un simple jardinier en bord de Loire. L'ensemble de son œuvre, de Pouic Pouic à la soupe aux choux, n'est qu'un long cri d'alarme contre les névroses de la société moderne, l'obsession de l'argent, la rigidité de la hiérarchie et la peur panique du changement. En incarnant ses défauts avec une virtuosité inégalée, il a permis à la France de rire d'elle-même, offrant une soupape émotionnelle inestimable. Son ultime secret, celui que les murs épais du château de Clermont ne purent retenir, n'était pas un scandale, mais une simple quête de paix.
Ses crises cardiaques en 1975 furent la manifestation physique d'un épuisement psychologique. Le corps du petit homme n'arrivait plus à suivre le rythme de la machine à rire. Sa retraite forcée au cellier, son amour pour le jardinage, sa prière quotidienne étaient autant de tentatives pour faire taire le vacarme intérieur qu'il portait depuis son enfance. Le plus grand comique de France est mort seul, cherchant l'ordre dans la nature pour compenser le chaos qu'il avait orchestré à l'écran. Aujourd'hui, l'énigme de l'héritage financier vide du génie le plus rentable d'Europe semble d'une ironie parfaite. Le refus systématique des royalties, cette obsession de l'argent comptant hérité de la peur de la misère paternelle, a coûté à ses descendants la fortune que ces films continuaient de générer. Mais cette absence d'héritage matériel souligne peut-être le legs le plus profond et le plus durable. Louis de Funès ne s'est pas enrichi par la vente de ses films, il s'est enrichi par le partage de son article. Sa véritable fortune n'était pas dans les terres du château, mais dans la mémoire collective que ses films créaient. Plus de 40 ans après sa disparition, le spectacle se poursuit. Le gendarme Cruchot, Victor Pivert, et dont Salluste reprennent du service à la télévision chaque année, rassemblant les familles autour d'un rire qui transcende les générations. Le rire de Funès est devenu une tradition, un rituel qui unit les Français dans une reconnaissance commune et joyeuse de leurs propres travers. La maison a pu devenir un lieu de silence, la fortune s'est envolée, mais son œuvre, faite de gestes nerveux, de colères homériques et d'une tendresse cachée, appartient désormais au patrimoine immatériel de l'humanité. En fin de compte, l'homme qui avait peur de mourir en pauvre est mort comblé, laissant derrière lui non pas des millions, mais la joie d'un pays. Il a donné tout son être, toute sa névrose et toute sa timidité à son public, et c'est cet échange complet et sans réserve qui assure son immortalité. Le silence qui s'est abattu sur le château de Clermont le soir du 27 janvier 1983 fut le dernier instant de repos d'un homme qui n'avait jamais cessé de travailler. Et c'est le souvenir de cette intensité qui, aujourd'hui encore, nous fait rire. Pensez-vous que Louis de Funès tenait davantage à laisser une richesse matérielle ou à laisser derrière lui la joie? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous souhaitez découvrir d'autres histoires méconnues, des légendes du cinéma, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, car derrière chaque sourire, il y a une histoire qui mérite d'être racontée.